l'idée d'étudier les oiseaux d'eau. Et là-bas, le pointeur. Mais par contre, il ne permet pas de passer les vues. Donc l'idée est venue finalement quand les oiseaux ont été admis faisant partie de la faune aquatique. Ce n'était pas évident il y a un siècle. Hein, et puis petit à petit, avec l'élargissement du concept d'hydrosystème, les oiseaux d'eau ont été admis dans la communauté des espèces aquatiques. Bon. Et donc l'idée nous était venue à Dijon, et ça a été le sujet de la thèse de Jean Rocher au début, d'étudier les oiseaux des cours d'eau de façon systématique et organisée. Parce qu'on a beaucoup d'études sur les oiseaux d'eau, mais souvent elles sont ponctuelles sur une espèce ou un endroit ou un petit secteur de cours. Et on a voulu un peu, en suivant les études sur les poissons qui avaient décrit le gradient ichtyologique des rivières, on s'est dit on va essayer de faire pareil. Et Jean Rocher a fait ça dans sa thèse. Il a étudié notamment tous les oiseaux tout le long de la Saône, puis plusieurs de ses affluents, etc., de façon systématique. Alors, ce qui nous a... Maintenant, ça pose évidemment un problème de méthode. Hein. On ne peut pas... on retombe sur ce que nous a expliqué notre ami suisse ce matin. On a le choix entre une étude exhaustive. Alors, vous avez vu, il faut 30 personnes, plusieurs générateurs, 6 caisses de bière, 2 bateaux, etc. Quoi. C'est pour un petit secteur de rivière. Hein. Donc l'étude exhaustive, dans tous les groupes, elle est très chère. Les oiseaux, par exemple, pour faire les passereaux d'un carré de 20 hectares, il faut 20 heures d'observation. Hein. Il faut y retourner un grand nombre de fois, etc. Donc l'étude exhaustive est sûrement intéressante, est forcément limitée dans l'espace parce qu'elle est très chère. Alors, pour le même prix, pour tous les taxons, on a développé des méthodes rapides par sondage qui sont utilisées quand on cherche, au contraire, à étudier de grands milieux ou de grandes périodes de temps. Hein. Et donc là, on remplace l'exhaustivité, on ne la recherche pas, par la rapidité du sondage, mais on compense par le grand nombre de sondages que l'on peut effectuer pour le même budget temps. Donc on est parti sur cette idée pour les oiseaux. On a d'abord développé ça en forêt. Et ce qu'on avait trouvé finalement de plus simple, c'était les méthodes ponctuelles. On se met dans un endroit au printemps, quand il fait beau, dans les bonnes conditions, et on compte tous les oiseaux entendus ou vus autour de soi, autour du point d'observation. C'est l'unité la plus petite possible, le point. Voilà. Alors, on a appelé ça la méthode des indices ponctuels d'abondance, qui consistait à venir une première fois au début du printemps, mettons en avril, une deuxième fois un peu plus tard, en mai ou début juin, parce qu'il y a des oiseaux précoces et des oiseaux tardifs. On cumule ces 2 passages de 20 minutes et on a un indice d'abondance pour chaque espèce. Alors, effectivement, c'est sujet à c'est incomplet. On n'a pas tous les oiseaux de l'endroit, on en a une grande partie, mais pas tous. Mais par contre, si la méthode est appliquée de façon très standardisée, dans des bonnes conditions, ça permet les comparaisons. Au lieu d'avoir un échantillon exhaustif, on a par exemple 30 points d'écoute dans un milieu, 30 points dans un autre. On va évidemment faire toutes les comparaisons statistiques qu'on va pouvoir. Et on s'est dit qu'on allait appliquer ça au gradient des rivières parce que ça s'y prêtait. Voilà. Alors, on aura un autre exemple tout à l'heure, puisque Régis Desbrosses va vous montrer qu'on peut appliquer ça à un suivi temporel. Alors que là, je vais vous parler de la Loire, c'est un suivi spatial. Alors, la Loire, on a débuté après la thèse de Jean Rocher sur la Saône et des rivières finalement pas si grandes que ça, plus petites que la Saône. On s'est dit qu'il nous fallait un grand fleuve pour que ça ait de l'allure, quoi, et puis qu'on puisse avoir un gradient étendu. Hein, un gradient étendu. Et puis c'était l'époque où il y avait des gros projets de barrages sur la Loire, vous vous en souvenez certainement. Il y avait le barrage de Serre de la Fare qui était prévu. Il y avait des disputes importantes entre les protecteurs de la Loire et de la nature et puis les communautés urbaines. Tours, Orléans, Le Puy-en-Velay, tous ces villas se sont étendues en zone inondable. Voilà, et largement. Des magasins, des structures, des usines, tout ça en zone inondable. Donc
ces villes avaient réussi à pousser le gouvernement à dire, à accepter, on va noyer le haut du fleuve sur des grands barrages, on noiera les paysans qui sont là, on dira qu'on fait des stades nautiques, des choses comme ça, ce qui est évidemment une hérésie, parce que pour que le barrage soit efficace, il faut qu'il soit vide au moment où il pleut. Bon, donc, stade nautique, ça semble un petit peu mal parti. Bref, il y a eu cette grosse dispute, et le ministère de l'Environnement, du coup, on leur a suggéré de faire un point zéro avant les barrages. Enfin, ils ont accepté, ils nous ont financé le premier passage sur la Loire. Donc on a réuni 7 ou 8 ornithologues, Régis en faisait partie, il y avait 3 Bretons, etc., 2 ornithos de Saint-Étienne, et on a fait quand même une séance en commun pour s'assurer qu'on pratiquait tous de la même façon, ou le plus également possible, la méthode des IPA, et puis on s'est partagé les points sur la Loire, et on a décidé de faire un point tous les 5 km. Donc on a un point d'écoute tous les 5 km de la source à l'océan, qui fait 198 points. Voilà. On l'a répété 6 ans après, 6 ans après, 6 ans après. On l'a fait 4 fois de suite. Je ne vous parlerai que d'une vue moyenne des premières années. Voilà. Donc c'est un grand gradient qui nous permet d'avoir quand même une bonne variété de situations. Voilà. Alors, est-ce que ça marche si j'appuie là-dessus ? Donc, les paysages, bien sûr, on voit le gerbier de jonc là-haut à gauche, etc. Puis on arrive près de l'océan, en kilomètre 800, en bas à droite. Donc, évidemment, une grande diversité de paysages. Et voilà le profil du fleuve. Alors, la Loire, qui couvre... son bassin couvre 1/6 du territoire français. C'est quand même quelque chose. La Loire a un dénivelé, c'est marqué, de 1400 mètres environ, peu de choses près, ça dépend quelles sources on choisit. Bon, mais enfin, il y a 2 ou 3 sources. Et elle a cette particularité de perdre son altitude au début, ça c'est vrai pour beaucoup de cours d'eau, mais ensuite de rester en pente relativement forte pour un fleuve, en pente entre le kilomètre 150, 180 et l'océan. Regardez, c'est quand même une pente forte. Gudrun nous a dit ce matin, la Saône, ça serait tout plat. Effectivement, la Saône, elle aurait, je ne l'ai pas reproduit ici, sur le schéma, il serait là, puis à partir de là, ça serait pratiquement plat jusqu'à Lyon. La Seine, pareil, tout plat. On a on a dans le fond des fleuves de montagne, la Garonne par exemple, mais en tout cas la Loire, même pour un fleuve de plaine qui a un profil encore jeune et qui est en pente jusqu'à la fin, jusqu'à l'estuaire, disons. Et cette partie-là, ça fait environ 700 km, est donc très homogène. Et on va voir que beaucoup de répartitions d'oiseaux ont cette répartition-là parce que les conditions sont assez semblables entre le kilomètre 200 et le kilomètre 800, par exemple. Alors, assez peu de grosses perturbations, sauf de barrages importants. Même à cette échelle, il se voit. Le barrage de Grandjean et de Villeray avec la plaine du Forez plus ou moins à côté. Et ces barrages, évidemment, vont se ressentir dans toute l'écologie et la biologie du fleuve. Une des conséquences majeures de ce long parcours, c'est important pour tous les organismes, y compris pour les oiseaux, la modification du substrat, des alluvions. On passe, comme classiquement, des gros blocs, tout en haut, par exemple au kilomètre 100, où il y a un cheval de guignette posé sur un bloc, au galet, dans la partie de la montagne, vers 150 km de la source. Puis ensuite, une très grande étendue, celle dont je parlais tout de suite, sur 800 km, on a des graviers ou du sable de façon uniforme. Donc ça, c'est le schéma classique. On trouverait de la vase si on allait jusqu'à l'estuaire.
Alors, les objectifs pour étudier ces oiseaux nicheurs, c'est... On voulait avoir une description quantifiée, pas exhaustive, mais quantifiée, du gradient des peuplements d'oiseaux, avec des arguments objectifs et non pas une simple description. Et puis ensuite, puisqu'on recommençait tous les 6 ans, je n'en parlerai pas plus, mais l'observation des changements interannuels. La méthode indice ponctuel d'abondance, je l'ai dit, 190 points. Et ça nous a permis, comme ça, globalement, dans les 4 passages, de contacter environ 170 espèces d'oiseaux nicheuses. C'est normal pour les oiseaux, c'est abordable. Les oiseaux, dans le fond, font un groupe indicateur commode parce qu'il y a un nombre d'espèces suffisamment raisonnable et des oiseaux et des espèces suffisamment faciles à identifier. Alors, dedans, il y a 50 espèces d'oiseaux d'eau. On va en faire une catégorie à part. On va les traiter séparément, les oiseaux terrestres et les oiseaux d'eau, parce qu'évidemment, quand on est au point pour compter, on entend aussi bien une alouette qui est dans les labours derrière qu'une fauvette aquatique ou un canard qui passe devant. Les oiseaux d'eau seront définis selon une définition adoptée assez récemment largement comme les oiseaux dont l'habitat est aquatique. Donc ils ne trempent pas forcément dans l'eau. Contrairement aux définitions anciennes où il fallait avoir une palmure pour être considéré comme aquatique. Par exemple, une rousserolle qui niche dans les phragmites et est pratiquement que là, est un oiseau d'eau parce que son habitat dépend de... Voilà. Cette définition s'applique assez facilement. Il y a un ou deux cas un peu où on pourrait discuter. Voilà. Bien. Alors, un avantage d'étudier les oiseaux et avec cette méthode-là, c'est qu'on peut employer la même méthode de la source à l'océan. Pratiquement, il y a toujours des petits inconvénients à la méthode, mais ils sont les mêmes partout, et on peut employer la même méthode. Et on s'est rendu compte que pour beaucoup d'autres taxons, ce n'est pas du tout facile. Par exemple, même pour les poissons, mes collègues vont peut-être compléter, on ne peut pas employer forcément la pêche électrique aux sources de la Loire de la même façon qu'à l'estuaire, par exemple. Vous voyez. Pour les insectes aquatiques, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de prélèvement et on ne peut pas avoir méthode constante aussi facilement. Mais les oiseaux, comme ils ne respirent pas dans l'eau, qui restent aériens, on les contacte et finalement, c'est une facilité. Alors, une première analyse, je passe brièvement, a été faite sur tous les peuplements. Vous voyez ? Peuplement complet. Alors, ici, on a les kilomètres, tous les 15 kilomètres, je crois, oui, c'est ça, tous les 15 kilomètres. On fait une analyse factorielle avec les peuplements complets et on voit les points qui représentent les stations, là. La station 5, ça veut dire à 5 km de la source. Bon. Les points qui s'alignent comme ça et il se distingue une zone de haute montagne pour les 80 premiers kilomètres. Il se distingue facilement d'une zone de basse montagne, assez courte, 40 km. L'immense zone de plaine, 800 km, où tous les points sont presque superposés, ils ont presque tous les mêmes peuplements d'oiseaux à très peu de choses près. Et puis à nouveau l'estuaire qui va apparaître, avec jusqu'à 80 km de l'océan, etc., en s'alignant avec l'influence marine. Voilà. Et donc, voilà, on pourrait d'emblée dire qu'on peut faire 4 zones. Alors, je passe sur cette analyse globale. Maintenant, espèce par espèce. Alors, les espèces ont rarement une distribution continue de la source à l'océan. On peut sortir le héron cendré, le martin pêcheur, une ou deux autres, mais bon. Le plus souvent, la distribution est limitée. C'est une courbe en cloche ou en cloche très, très étalée. Et on voit assez facilement des liens avec le courant, la granulométrie, l'érosion des berges. On a vu tout à l'heure des photos d'hirondelles ou de guêpiers. Bon, ben voilà, typiquement. La végétation rivulaire, est-ce qu'il y a des élophytes comme les phragmites? Et la proximité d'autres milieux aquatiques, évidemment, où les oiseaux fréquentent la rive ou s'entendent depuis la rive. Par exemple, le courlis, qui profite des milieux humides
qui sont latéraux. On ne peut pas faire la différence. Bien. Alors, on va regarder plus attentivement la liste alors, 3 exemples. Voilà, ça, c'est l'exemple facile. C'est le 5. Vous voyez, c'est une distribution montagnarde. Hein, on ne peut plus montagnarde. Le Puy-en-Velay est ici. La source est là. Vous avez encore un petit peu de présence de 5 dans les courants à l'aval, mais ça ne dépasse pas une centaine de kilomètres. Hein, voilà. Donc ça, c'est typique et peu surprenant quand on connaît le 5. Alors, le petit gravelot, puisqu'on en a parlé et on en reparle, toute la partie sableuse, eh bien, lui convient. Voilà. Donc, du kilomètre 100, 160, à peu de choses près, pas loin de Roanne, et puis il s'arrête au début de l'estuaire, parce que dans l'estuaire, il n'y a plus de bandes gravier. Hein, voilà. Mais donc, c'est typiquement ces espèces qui occupent toute la partie sableuse moyenne. Et alors, des oiseaux de roseaux, ben, il y en a très peu, parce qu'il y a très peu de roseaux, d'élophytes, pour parler savant, hein, de phragmites, par exemple, en bord de Loire. C'est trop agité, il y a trop de courant, trop de gravier. Donc, il y a des, voyez, là, ça, c'est un oiseau assez rare, la mésange à moustache. On ne la trouve que juste au niveau avant l'estuaire ou sur les bords de l'estuaire. Mais la rousserolle effarvate, ce passereau aussi si commun dans les phragmites, ben, est très peu abondante. Et puis, hop, près de l'estuaire, ça y est, il y a des zones suffisamment calmes pour que les phragmites se développent sur le bord et on la voit apparaître. Donc, ce ne sont pas les oiseaux de la Saône, vous voyez, ça, pas les oiseaux de la Saône. On aurait des phragmites, des rousserolles effarvates partout au bord de Saône. Alors, voilà le schéma global qui est plus intéressant d'une certaine façon, avec le cours de la Loire qui s'en va vers la droite. Et on a calculé pour chaque espèce le centre de gravité, on peut dire le barycentre, si on veut faire un peu plus savant, de sa distribution. Hein. Compte tenu du fait qu'on a les indices d'abondance pour tous les points, on peut calculer un centre de gravité. Vous voyez, le centre de gravité du 5, c'est peut-être au kilomètre 40 ou 50. Hein, et vraiment, tout en haut. La distribution, elle est courte, on l'avait dit. La bergeronnette des ruisseaux rejoint le 5 en étant un peu plus tolérante vers l'aval. Dès qu'il y a une petite chute d'eau, on peut en trouver. Mais ça reste les oiseaux de l'amont. Puis ensuite, on a un canard qui apparaît là. Ça, c'est la proximité des étangs du Forez. Donc le canard va fréquenter les 2 barrages qu'on a vus et qui donnent des plans d'eau intéressants. De même des hérons et des oiseaux d'eau donc, qui profitent des plans d'eau et des étangs qui sont autour. Autre espèce un peu plus intéressante, le chevalier guignette. Alors le chevalier guignette, c'est le seul bécasseau d'eau douce. Vous avez aperçu une photo, je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Une répartition assez étendue sur la Loire quand même. C'est une des particularités de ce genre de rivière, la Loire et l'Allier, c'est qu'il y a suffisamment de courant pour que le guignette niche sur une étendue assez large. Par contre, son centre de gravité est quand même assez haut. Donc, le balbuzard pêcheur, il n'y en avait pratiquement pas à l'époque. La foulque, alors la foulque, on va y revenir après. Voilà sa répartition naturelle. Et puis, la foulque sur les 2 barrages. Voilà. Comme quoi, un indicateur, si on le prend comme indicateur, on va voir que c'est ce qui se passe. Eh bien, ma foi, il nous montre comment les habitats de l'aval remontent à l'amont dès qu'on se met à barrer la rivière. Hein. Bon. Alors, très peu de foulques. Trop agité, pas assez d'eau calme. Hein. Le héron cendré, alors là, il y en a partout. Il est assez bon pour pêcher dans l'estuaire, puis aller jusqu'aux sources prendre des truites. Hein. Voilà. Parce que tous les poissons lui conviennent, mais y compris jusqu'à la source. Alors le martin pêcheur, c'est un peu plus limité. À l'aval, il va manquer de falaises pour construire son nid là, au niveau de l'estuaire. Puis à l'amont, quand même, la source, les truites, c'est un peu gros pour lui. Il y aurait que les alevins, ça lui va peu. Il apparaît plutôt à 50 km quand le Véron apparaît dans la rivière, à peu de choses près, quand des petits cyprinidés deviennent présents. Mais ceci dit, des ubiquistes. Alors,
quand on dit oh, les oiseaux de ce type-là, piscivores, ils dépendent des poissons, mais ils en dépendent, mais ils bouffent tous les poissons possibles. Hein, ça n'a aucune espèce d'importance. Ils passent du verron à la blette, aux alvengardons, etc. Puis à l'estuaire, peut-être même à d'autres poissons. Bon. Alors après, vous avez une bonne partie d'oiseaux qui occupent cette zone moyenne. Et à la fin, quand on s'approche de l'estuaire, on va commencer à trouver le goéland argenté, qui a dû remonter encore plus haut depuis, mais la bouscarle de Séti, à nouveau végétation riveraine, le râle d'eau, le râle de genêt sur les prairies voisines, etc. Et des oiseaux qui dépendent soit de l'océan, soit de milieux humides latéraux de chaque côté de l'estuaire. Voilà. Alors ça nous donne un schéma qu'on va interpréter un tout petit peu plus, notamment en faisant appel aux poissons. Parce que avant cette étude sur la Loire, avec Jean Rocher, sur la base des premières rivières qu'on avait étudiées, on avait été frappé par cette corrélation entre les indicateurs poissons bien connus des études de Huet, 1930 ou je ne sais quelle année, hein, peut-être 40, je ne sais plus. Bon, enfin, classiquement admises et utilisées d'ailleurs pour décrire volontiers les zones qu'on appelle zones piscicoles d'une rivière, hein, classiquement. Alors, il y a la zone à truites, suivie par la zone à ombre. Donc, tout à l'heure, sur le Doubs, on était au passage de zone truite-ombre. Ah ouais, les deux poissons étaient présents. Plus bas, la zone à barbeau, c'est-à-dire un cyprinidé d'eau courante encore. Puis la zone à brème, qui, elle, supporte mal le courant, oui, et qui est dans les zones vraiment calmes. Alors, il y a une corrélation très forte entre le cincle et la truite. On l'avait calculé à l'échelon national, c'est très très fort, hein, très étroit. Non pas parce qu'ils dépendent l'un de l'autre, évidemment, mais parce qu'ils dépendent les deux des mêmes conditions d'hydrologie, de courant et de substrat. Il y a une certaine corrélation assez bonne, mais moins bonne que la précédente, entre le chevalier guignette et l'ombre, et ça, c'est dans la zone des tresses. Gudrun nous a rappelé ce matin que la zone des tresses tendait à être abîmée, à disparaître, à être moins représentée. C'est une zone plus complexe, et d'ailleurs l'ombre, aussi bien que le guignette, ne sont pas présents sur toutes les rivières de France. Donc la corrélation existe, mais elle est moins fort coefficient que l'autre. Le barbeau va avec les sternes, on aurait pu mettre le petit gravelot là, pareil, ici. La brème va avec de la foulque, hein, très bien. Bon, presque le grébupé, mais la foulque est quand même un peu plus présente dans les cours d'eau que le grébupé. Voilà. Et donc, ceci dit, on a nos 4 indicateurs de zone, oiseaux. Là, je les ai resitués. Le 5, c'est la zone à 5 qui va correspondre pour les pêcheurs à la zone à truite. Le chevalier guignette, une zone mais avec plus d'amplitude. La sterne Pierre-Garin pour la 3e zone, là-bas. Et puis alors la foule qui ne respecte pas les théories faites par les savants, quoi, hein, puisqu'elle a son point de gravité ici, elle n'est pas tout en bas, mais à cause des barrages. Et si évidemment, ce centre de gravité qui est en dehors de toute répartition, il est calculé avec les barrages, puisque c'est l'état réel. Mais si on éliminait les barrages, le centre de gravité de la foulque, il est par là, en sachant qu'il y a de toute façon très peu de foulques, et que finalement, la Loire est une rivière trop pentue et trop rapide pour convenir très bien à la foulque. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous donne comme aperçu pour ce beau fleuve. Je termine avec des photos de chevalier guignette, parce que c'est un oiseau original qui n'est pas toujours très connu. On le voit partout au passage, mais il ne niche qu'en assez peu d'endroits. C'est dans la zone à tresse, les bas de torrent, etc. Le nid est comme celui qui est photographié ici, sous une plante habituellement. Vous voyez, il n'est pas sur le sable nu comme un nid de gravelot, il est quand même sous une plante, ce qui vous montre que c'est soit sur le bord, soit sur une zone de dépôt de gravier déjà colonisée par les plantes. Le poussin,
voyez, il n'y a rien à manger dans un poussin comme ça. C'est vraiment minuscule. Il est comme les poussins de Gravelot, il va s'aplatir et se cacher. Et puis l'oiseau, c'est pratiquement un bécasso. On a dit c'est le bécasso d'eau douce, mais en gros, c'est ça. Voilà. Bon, on termine avec ce portrait du guignette. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bernard. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention ? Oui, Patrice Nategem. Dans les évolutions récentes, il y en a un qui va filmer le bazar, c'est le héron garde-bœuf, parce qu'il a une répartition maintenant ample, je pense, je ne sais pas s'il est sur toute la Loire, mais sur beaucoup plus qu'avant, quoi, et parce que c'est son évolution à l'échelle nationale qui est très importante, quoi. Alors, dans l'évolution récente, puisqu'on l'a suivi sur 20 ans, on a eu ça a été dur de réunir à nouveau l'équipe encore 6 ans après, donc s'il y a des volontaires, on est preneurs. C'est quand même une opération de faire ça. Mais il y a eu plusieurs espèces en diminution et avérées, et plusieurs en augmentation. En augmentation, il y a le garde-bœuf, il y a l'aigrette garzette qui a augmenté considérablement, le guêpier, comme on sait un peu partout. En gros, ce sont la loi reflète des phénomènes généraux qui sont valables dans toute la France. Ce n'est pas des modifications propres au fleuve lui-même, mais par contre, on le ressent. Puis dans les diminutions, il y a probablement le bouvreuil qui remonte vers la montagne, et une ou deux espèces du haut cours qui remontent un peu. Et ça, il semble bien que ça soit du réchauffement climatique, probablement. En tout cas, ça va avec. Voilà. Est-ce qu'avec l'évolution du niveau de l'eau, qui est quand même assez préoccupante dès qu'on approche de la période estivale, ça peut avoir des effets sur la répartition longitudinale des espèces C'est en été, elles ont fini de nicher. Donc ouais. Pour nous, c'est un petit peu en dehors, mais on n'a pas d'éléments là-dessus. C'est pas impossible, mais on n'a pas d'éléments. Effectivement, des baisses de niveau d'eau pourraient mettre, par exemple, au printemps, les îlots de gravier à sec ou connectés à la rive et être plus envahis par les prédateurs, les chiens ou les baigneurs. Mais voilà, ça, on n'a pas mesuré, mais c'est possible. Moi, j'avais une question également. Est-ce que vous aviez, sur les points d'échantillonnage, fait des descriptions paysagères de l'environnement des points ? Oui, on a une fiche. En chaque point, on a une fiche où on l'a travaillé plusieurs fois. C'est difficile à faire, mais avec une description de la végétation, des rives, etc., de l'environnement proche, un peu plus lointain. On en tire quelques explications, parce que là, bien sûr, je ne suis pas rentré dans l'explication pour chaque espèce, mais là, on part de cette fiche pour analyser ensuite le milieu de chaque espèce et éventuellement les changements sur 20 ans. Oui, ça peut. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, c'est pas grave. Allez-y. Ouais. Moi, je voulais savoir s'il y avait une influence de la traversée de grandes villes, par exemple comme Orléans, où là, forcément, le courant va être un peu moins pentu. Et puis, le fait qu'on traverse une ville, ça va forcément changer les populations. Est-ce qu'on arrive à le voir ? Alors, sur les oiseaux d'eau, avec un point tous les 5 km, on ne peut pas dire qu'on le voit vraiment. Voilà, parce que c'est quand même assez espacé. Et puis, malgré tout, même en ville, la Loire, elle court sous les ponts, etc. Il n'y a pas des biefs au niveau des villes spécialement, quoi. Non. Par contre, ça, j'en ai pas parlé du tout, mais on a analysé aussi les oiseaux terrestres. Et alors là, évidemment, les agglomérations avec les oiseaux terrestres, tout de suite, on va trouver du pigeon de ville, du rouge-queue noir, des moineaux, etc., la tourterelle turque. On a tout de suite des oiseaux qui indiquent très facilement la présence d'agglomération. Oui,
de remarques, c'est que pour les habitats, maintenant, on peut facilement, ce qui n'était pas le cas à l'époque, c'était plus compliqué, l'avoir avec des photos satellites. C'est-à-dire qu'on a des machins maintenant avec des résolutions extraordinaires. Il y a Google Earth Engine qui donne une palanquée de possibilités. Donc ça serait facile de pouvoir faire rétrospectivement. Alors, on a fait effectivement, déjà, on a commencé cette opération, mais c'est déjà il y a quelques années, avec Ludovic Journeau, qui est maintenant en poste à l'université à Grossup, là. Et lui, c'est un spécialiste des images, hein, du traitement d'images, et il avait analysé, et il trouvait aussi des corrélations assez fortes entre les points, la distribution des points qu'on a vu tout à l'heure sur l'analyse, et puis certains caractères. J'ai plus en tête le détail, mais on ne l'a pas publié dans un... On l'a publié, ça, oui. Une communication dans les journées... Et puis le deuxième point, bon, ça on a un petit peu discuté, mais c'est pour tout le monde, c'est que ces données-là, c'est des données qui sont fantastiques parce que dans 20, 30 ans, 40 ans, ça permettra des comparaisons. Donc il faut surtout faire en sorte qu'elles ne restent pas sur un ordinateur qui sera perdu ou sur un disque dur qui ne sera pas sauvé. Et moi, je vous conseille maintenant, tous ceux qui ont des données de ce type-là et qui commencent à vieillir, c'est mon cas, de les mettre sur des dépôts dédiés à ça, c'est gratuit. Par exemple, il y a Zenodo qui est fait managé par le CERN, donc c'est un truc sérieux, c'est soutenu au niveau européen, etc. Et de mettre vos données sous forme de fichiers Excel, fichiers texte, etc. La propriété intellectuelle des données est garantie dans la mesure où, en général, on peut spécifier la licence qu'on met dessus. Donc souvent, c'est du CC-BY, c'est-à-dire Creative Commons, et puis il faut citer les auteurs des données. Et donc, ça a la même force de protection des données qu'une vraie publi, je veux dire, hein. Donc je ne peux que recommander ces trucs-là qui sont géants du point de vue du travail qui est fait. Comme tu dis, il y a au moins 6 personnes, il y a un temps infini. Il faut absolument, nous, naturalistes, qu'on les stocke quelque part pour les générations futures. Alors, merci Patrick de nous encourager. D'abord, je vais ranger mon bureau donc en rentrant. Et puis effectivement, on va encourager ceux d'entre nous qui possèdent les plus gros fichiers à les stocker, évidemment. On a travaillé dans cet esprit-là. C'est pour ça qu'on prend une méthode aussi standardisée que possible pour qu'elle soit reproductible à l'identique à l'avenir aussi, hein. Donc voilà, mais certainement, hein. Et effectivement, ce genre de données n'est pas bien publiable dans un gros rapport, dans une revue, parce que c'est pas dans l'idée du temps. Voilà, hein. C'est trop descriptif. Mais justement, les choses sont en train de changer. D'abord parce qu'il y a ces dépôts qui donnent un auteur. Et maintenant, il y a des revues de data paper, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on peut faire des articles qui disent, voilà, j'ai des données, voilà ce qu'elles représentent et voilà où elles sont. Donc maintenant, non, c'est très encouragé. Pas forcément très récompensé, mais très encouragé. Oui. Bah, la récompense, on s'en fout un peu. Oui, voilà, c'est ça. Moi, il faut penser à l'avenir, là. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y aura une dernière question avant de passer à la communication suivante ? Eh bien alors, merci Bernard.